Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur comment régler et gérer au mieux son stress au travail. Je me présente, je suis Eric Tranto, animateur du réseau RH Solutions. RH Solutions étant une société dans le portage salarial à Toulouse. Et j'ai la chance d'être avec Célia Mourès, qui est docteur en neurosciences et membre du comité scientifique du Centre de gestion du stress. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais avoir un petit retour sur un plan technique. Est-ce que ça fonctionne bien de votre côté? Est-ce que vous pouvez me faire un retour? Est-ce que vous avez bien le son et l'image? Voilà. Sylvie, Aude, oui, me dit-on. Parfait, j'ai que des oui, c'est super. Vous êtes nombreux, hein, on est plus de 300 à l'heure où je parle, donc c'est super. Donc, comme je disais, RH Solutions, société de portage, groupe de ressources humaines basé à Toulouse, société de portage salarial. Hein. Ce portage salarial, c'est la possibilité pour un indépendant de réaliser des missions sans créer une société, avoir un statut totalement de salarié avec tous les avantages du salariat. Je vous en parlerai en fin de ce webinaire. Et je vais laisser et donner la parole à Célia qui va nous parler donc du stress. On va y apprendre beaucoup de choses. Comment se protéger du stress, quelles sont les différentes possibilités de pathologie, etc., etc. À vous, Célia. Merci beaucoup, Eric. Alors, effectivement, moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous expliquer quels sont les leviers pour mieux réguler son stress au travail, c'est-à-dire pour que vous soyez les plus performants et que vous ne subissiez plus le stress. Donc, comment va se dérouler cette intervention? Tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est le stress, comment il fonctionne. Ensuite, on parlera des conséquences du stress sur nos performances cognitives. Performances cognitives, c'est les performances dites intellectuelles, c'est-à-dire mémorisation, attention, concentration, finalement celles dont vous vous servez pour pouvoir travailler et répondre aux attentes de votre supérieur ou aux attentes de votre entreprise si vous êtes chef d'entreprise. Suite à cela, je vais vous expliquer comment gérer son stress afin que vous soyez le plus efficace possible, le plus efficient possible dans votre travail et que vous n'aviez plus besoin de le subir, mais bien au contraire que vous puissiez dompter votre stress. Donc, qu'est-ce que le stress? Si je faisais un petit sondage ou un tour de table et qu'on était, j'allais dire, en présentiel, vous me répondriez, finalement, c'est les termes qui reviennent à chaque fois que je fais ce sondage, être nerveux, être sur les nerfs, être déprimé, angoissé, impuissant. Finalement, le sens qu'on lui donne, c'est synonyme de l'anxiété, c'est-à-dire un mal-être, une souffrance. C'est ça qui est le stress. Or, ce que je veux vous dire en préambule, c'est surtout de ne pas vous laisser avoir par ce côté négatif du stress. Le stress n'est pas forcément négatif. Il ne devient négatif, on va le voir ensemble, que lorsqu'il est répété, chronique et qu'il vous pèse. Pourquoi je vous dis ça? Lorsque vous prenez votre voiture, vous avez besoin d'accélérer pour pouvoir conduire votre voiture et d'aller d'un point A à un point B. Donc finalement, le stress, c'est ça, c'est votre moteur, votre accélération, ça vous permet d'avancer dans la vie. C'est aussi cela qui vous permet de vous lever le matin. Nous verrons tout à l'heure en parlant d'une des hormones du stress, qui est le cortisol. C'est parce qu'elle est libérée le matin de manière optimale entre 7h et 8h du matin, qui fait que vous allez vous lever pour démarrer votre journée. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de pédale de frein et que vos freins ont lâché dans la voiture, eh bien vous faites quoi? Vous prenez un arbre ou le mur. Et là, c'est exactement pareil avec le stress. Le problème, c'est ça, c'est quand il est répété, qu'on n'arrive pas à le gérer, c'est plutôt un trouble de l'adaptation que le stress lui-même. Un événement stressant, c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est la manière dont on va percevoir cet événement. Donc, quelles sont les situations stressantes que l'on rencontre actuellement? Bien évidemment, c'est le travail. Le travail, ça peut être dû à l'éloignement géographique. Donc, je pense s'il y a des franciliens parmi vous, mais pas que. Mais quand on travaille un petit peu en banlieue, proche périphérie, qu'on doit se rendre sur son lieu de travail, que ce soit par les transports en commun ou en voiture et qu'on est pris dans les embouteillages, forcément, ça crée des situations stressantes, ça crée un stress supplémentaire. Il y a aussi le fait, finalement, de répondre aux attentes de ses supérieurs, que ce soit son supérieur, mais aussi à ses propres attentes. Hein. Quand on est chef d'entreprise, c'est pareil parce que il faut gagner sa vie, il faut que l'entreprise marche, il faut faire face à certaines situations. Donc là aussi, c'est un problème. Il y a d'ailleurs un phénomène qui nous vient du Japon et qui s'appelle karoshi.
Karoshi, c'est quoi? C'est des personnes qui sont mortes de crise cardiaque devant leur ordinateur parce qu'elles ont trop travaillé, un nombre d'heures incalculable sans s'arrêter. Et à un moment donné, le corps a lâché et ils sont morts finalement un petit peu de mort subite. Et ensuite, on en revient à ça, finalement, c'est une peur, une situation stressante de nos ancêtres, hein, j'allais dire des cueilleurs-chasseurs, la peur de ne pas pouvoir se nourrir, et actuellement, elle revient. Alors, c'est pas forcément une peur de ne pas pouvoir se nourrir, mais c'est plutôt la peur de ne pas pouvoir se nourrir correctement, avec l'angoisse qu'on a pu vivre avec les différentes crises sanitaires. On a tous vécu, entendu parler des Kinder avec les chocobons, de la pizza Buitoni, etc. Enfin, toutes ces crises sanitaires, et à chaque fois qu'on allume l'ordinateur, on voit qu'il y a des aliments qui sont contaminés. Effectivement, c'est là aussi une peur, une situation stressante de tomber malade et pas savoir ce que l'on consomme. Il n'y a pas que ces situations stressantes. J'ai répertorié celles-là parce que finalement, c'est celles qui reviennent le plus et qui pèsent le plus sur chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce que le stress? Moi, là, je différencie stress et anxiété, mais on va le voir que finalement, peu importe, parce que les conséquences du stress et de l'anxiété, finalement, sont exactement les mêmes. Votre souffrance que vous allez subir, votre souffrance va être exactement la même. Mais je voulais quand même revenir sur ces termes-là, parce qu'on les retrouve dans la littérature, même dans les ouvrages de vulgarisation dessus, et je pense que c'est important que vous puissiez différencier l'un et l'autre. Le stress, c'est quoi? C'est un stress réel. C'est une réponse de votre organisme à des agressions physiologiques ou psychologiques pour faire face à ces agressions-là. Physiologique, c'est les infections bactériennes, c'est les virus, c'est des problèmes de santé, par exemple. Quant aux agressions psychologiques, ça peut être un deuil, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être la perte d'un travail. L'anxiété est quelque chose de beaucoup moins palpable. C'est quelque chose de pénible, de non palpable et qui finalement ne va pas forcément se produire. C'est même généralement disproportionné par rapport à l'origine elle-même. Il n'y a pas de menace objective. C'est un sentiment qu'on a, quelque chose qui pourrait se produire, mais qui ne s'est pas encore produit et qui ne va peut-être même pas forcément se produire. Célia, juste, je vous interromps. Oui. Une question de Nelson qui dit cela veut dire qu'il y a du bon stress et du mauvais stress par rapport à la définition. Et pour autant, Nelson nous demande être en stress, c'est tout de même être dans une situation qui n'est pas normale. Alors, il y a effectivement, pour répondre à Nelson, il y a effectivement du bon stress et du mauvais stress. En fait, votre stress, ça fait votre courbe comme ça, un petit peu en cloche. C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de stress, qu'il n'y a pas assez finalement, de ce phénomène-là, qu'on est passé parfois sur le fil, un petit peu parfois même tendu, on va peut-être avoir du mal à être optimal dans son travail. Moi, je sais qu'à titre personnel, ça m'arrive. Je sais que je suis optimale quand je sais que la date approche, quand j'ai des choses auxquelles je dois répondre, justement, par exemple, faire des conférences, faire des interventions, donner mes cours, etc. Si je me dis j'ai le temps, je suis cool, forcément, je vais pas m'y mettre. Donc, ça peut poser problème. Après, il y a, effectivement, là, ce qui n'est pas normal, c'est quand on passe de l'autre côté, du côté droit, on va dire, et qu'on est en situation de stress qui est mauvais. Et effectivement, là, vous avez raison, ce n'est pas sain, ce n'est pas bon, parce que justement, on est trop sous tension. Le stress n'est pas forcément être sous tension. On peut ne pas le ressentir. C'est vraiment quand on passe cette barrière-là et quand vous dites je suis stressé, c'est que déjà vous êtes sous tension et que déjà vous avez du mauvais stress. Voilà. Pourtant, il y a chez nos participants, on a du mal à comprendre cette notion de bon stress. Pour certains de nos participants, le stress est négatif, il n'y a pas de bon stress. Alors si, bon stress, c'est-à-dire que c'est ce qui va vous permettre de vous faire avancer. Alors, comment le définir autrement que comme cela, je pourrais même pas vous dire, c'est vraiment ce côté, ça me permet d'avancer, mais vous vous sentez pas vraiment stressé. Quand vous dites je suis stressé, c'est que vous avez du mal à le gérer, c'est un trouble de l'adaptation. Mais un stress, c'est aussi une émulation. Quand vous devez faire une conférence, quand vous devez faire une intervention, forcément, c'est une émulation, c'est un bon stress, c'est quelque chose qui vous challenge, donc c'est positif. Ce qui devient négatif, c'est quand vous le prenez mal et que vous le percevez mal et que vous le vivez mal et que ça vous crée une situation, on va y venir bientôt dans quelques diapositives, que vous créez une situation finalement d'évitement, de conflit intérieur. C'est là où est le problème. Prenez l'exemple d'un acteur.
un acteur, quand il monte sur scène, il va avoir le trac, il est stressé, mais c'est du bon stress. Mais c'est aussi ce qui lui permet de continuer à avoir envie de monter sur scène, qui lui donne cette envie, cette dynamique. En revanche, quand il est trop stressé et que ça ne va plus et qu'on passe dans le mauvais stress, celui que vous définissez, que l'on subit lorsqu'on parle de stress, effectivement, là, il n'est plus capable de parler, il n'est plus capable de jouer sur scène, et là, c'est mauvais. Mais sinon, il y a ce côté en amont qui est quand même peut être bénéfique. Mais je reconnais que nous, quand on parle de stress, j'allais dire de manière quotidienne en disant je suis stressé, on ne l'emploie jamais dans les bons termes parce que ça veut dire que déjà, on a un trouble et qu'on en subit les conséquences. Mhm. Donc, c'est vraiment cette souffrance liée au stress qui se manifeste vraiment l'anxiété. Donc, finalement, c'est Daniel Defoe qui disait, qui est celui qui a écrit Robinson Crusoe, et qui disait que la crainte du danger est 1000 fois plus terrifiante que le danger présent. C'est souvent le cas. On a plus peur de quelque chose qui pourrait se produire que lorsque la chose s'est produite. Donc, à quoi reconnaître l'anxiété? Mais c'est exactement les mêmes manifestations pour le stress, et c'est là que le stress devient mauvais. C'est quand vous avez ces manifestations-là que vous subissez du stress mauvais. Tant que vous n'avez pas ces manifestations-là, le stress, il n'est pas mauvais. Donc, c'est les manifestations émotionnelles. On va être irritable, on va pas se sentir bien, on va être plus à fleur de peau. On va avoir ces manifestations dites, comment dire, électrophysiologiques, augmentation de la fréquence cardiaque et respiratoire. Lorsque vous devez rentrer en réunion et que vous devez prendre la parole devant votre N+1, par exemple, il est très possible que vous avez une augmentation de cette fréquence cardiaque, voire même des tremblements liés à l'anxiété, des manifestations physiques, parce que forcément, vous êtes en situation de stress et vous avez peur, votre cœur bat à 100 à l'heure. Les manifestations physiologiques, donc là, ça va être des troubles pour lesquels vous allez consulter votre médecin sans savoir que vous êtes stressé. Avant de vous rendre compte que vous êtes stressé, soit vous en avez pris conscience, ça arrive, mais parfois la plupart des personnes, au tout début, n'en ont absolument pas conscience. C'est-à-dire que vous allez vous plaindre, quand je dis vous, c'est moi aussi, de fatigue générale, on n'est pas bien, on est fatigué, on met ça sur le temps parce qu'il fait pas beau, c'est la demi-saison. Les troubles du sommeil. Un trouble du sommeil, ça peut être effectivement des difficultés à s'endormir. Ça peut être aussi des réveils nocturnes qui sont de plus en plus nombreux. À savoir sur les troubles du sommeil qu'il est normal de mettre une demi-heure pour s'endormir et d'avoir des micro-réveils pendant la nuit. Ce qui n'est pas normal, on parlera de troubles du sommeil pour votre information. Si vous mettez plus de 30 minutes pour vous endormir ou que lorsque vous faites vos micro-réveils la nuit, vous avez du mal à vous rendormir. Il va y avoir les douleurs et tensions musculaires, vous savez, mal au dos, au cervical, des nausées, des vomissements, des ballonnements, des vertiges, tous ces troubles pour lesquels vous allez consulter votre médecin. Sachez reconnaître ces manifestations. Dès que vous les voyez poindre leur bout de leur nez, soit vous avez peut-être une pathologie, un problème médical organique qui n'a rien à voir, soit ça peut venir du stress. Donc, il ne faut pas hésiter à fouiller, à faire une introspection en vous-même pour voir s'il n'y a pas une situation qui vous pèse, quelque chose parce que vous êtes charrette, comme on dit dans le monde de l'architecture, c'est-à-dire que vous êtes avec beaucoup, beaucoup de choses à faire et une surcharge mentale importante. Suite à ça, on a ce qu'on appelle les manifestations psychologiques. Alors là, ça va être nerveux, irritable, pas bien, une hyper-réactivité au bruit, vous allez supporter aucun bruit. Une sensation d'impossibilité de prendre du repos, quoi que vous fassiez, même après des vacances, même après plusieurs jours de congé, incapacité à se reposer, à se détendre. Donc là, c'est un véritable problème parce que vous n'arrivez plus à faire face finalement à ce stress-là. C'est ça le mauvais stress. C'est qu'on n'arrive plus à s'adapter, à trouver des stratégies. Parce que lorsqu'on est en situation de stress, un stress, ça peut être rendre un dossier. On vous dit, voilà, aujourd'hui, il est 11h15, il vous nous faut le dossier pour demain matin 8h. Vous savez qu'il y a beaucoup de travail, ça vous met un coup de pression, un coup de stress. Mais ça peut être une émulation. Le problème, c'est quand on le vit mal, qu'on n'arrive plus à faire face et qu'on est en train de paniquer, qu'on ne sait plus quoi faire. Donc là, c'est mauvais, c'est une manifestation et ça crée effectivement des problèmes. Et effectivement, on va avoir aussi les problèmes que l'on peut trouver récurrents au niveau finalement de votre travail et qui peuvent vous occasionner des problèmes avec votre N+1, vos supérieurs ou vous-même en tant que PDG, si parmi vous il y en a, c'est tout simplement les difficultés mnésiques et de problèmes de concentration. À ce moment-là, effectivement, vous allez être moins efficace au niveau du travail et ça va avoir des répercussions importantes au niveau professionnel, voire bien évidemment aussi au niveau personnel, puisque généralement, les deux sont malheureusement enchevêtrés.
Alors, vous disiez réponse au stress. 3 types de réponses au stress. La première réponse, elle va être physiologique. Votre corps va réagir pour garder ce qu'on appelle l'homéostasie de l'organisme, c'est-à-dire garder votre organisme à l'équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre. Imaginez une balance, il faut qu'elle soit à l'équilibre. Il ne faut pas qu'elle pèse d'un côté, il ne faut pas qu'elle pèse de l'autre. Pour qu'elle fonctionne bien, qu'elle soit bien, il faut que ce soit à l'équilibre. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie de l'organisme, qu'on appelle aussi l'équilibre et qu'on peut appeler aussi la puissance de l'équilibre qui est très importante pour votre santé. Donc, réaction physiologique au stress pour maintenir l'équilibre de votre organisme, votre corps, il va y avoir des répercussions physiologiques. On va le voir. On va avoir activation du système notamment autonome. On va voir ce que c'est juste dans la slide suivante. Suite à ça, évidemment, réponse au stress, on va voir les réponses dites comportementales. Comment est-ce que vous allez réagir à la situation? Ça va être effectivement probablement des cas d'évitement. Vous allez éviter la situation. Probablement, mais non, vous n'allez pas vous rendre à votre prise de parole. Vous n'allez pas avoir envie d'y aller. Vous allez peut-être tomber malade, vous faire porter pâle. Ça va être effectivement avoir une espèce d'inhibition, effectivement, ou alors être agressif envers les gens. Une agressivité retournée pour mieux gérer votre stress. C'est là où on voit que le stress est mauvais. Quand vous commencez à éviter les situations, à vous dire non, je n'y vais pas. Il sera bon, en revanche, pour revenir à la question qui était posée notamment par Nelson tout à l'heure, il sera bon lorsque vous dites « Ok, super, c'est un défi, j'y vais ». Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les réponses dites cognitives. Cognitive, ça va être vos facultés intellectuelles, donc votre intellect, qui analyse la situation. La cognition, ça vous permet d'analyser notamment une situation et de prendre des décisions en toute connaissance de cause. J'analyse les avantages, les inconvénients et je regarde finalement quelles sont les conséquences de mon comportement, comment je dois réagir pour que ce soit le plus optimal pour moi. C'est-à-dire qu'est-ce qui va me correspondre le plus, puisque normalement, je vous le rappelle, quand vous prenez une décision, vous la prenez généralement à votre avantage. Donc là, le stress, quelque chose va impacter vos réponses cognitives et ça va créer ces espèces de distorsions, des erreurs d'interprétation. C'est-à-dire que vous allez être plus sensible à ce qu'on appelle les biais cognitifs. C'est-à-dire que du coup, au lieu d'analyser la situation de manière un petit peu reposée, bayésienne comme on le dirait, c'est-à-dire un petit peu finalement au niveau des probabilités mathématiques, vous allez subir tous les biais et commettre des erreurs d'interprétation. Or, ces erreurs d'interprétation pourront évidemment impacter vos décisions et en impactant vos décisions, vous risquez de faire des mauvais choix. Donc, réponse nerveuse du stress. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez avoir finalement 2 systèmes qui vont se mettre en place au niveau physiologique pour répondre à votre stress. On a ce qu'on appelle le système nerveux végétatif, c'est un système nerveux donc qui part effectivement du cerveau, c'est-à-dire c'est celui qui permet la communication finalement entre le cerveau et vos organes. Donc ça va se traduire par une action des glandes surrénales. Alors pour information, vos glandes surrénales, vous savez, c'est celles qui sont là. Alors vous ne me voyez pas, mais c'est celles qui sont au niveau de vos reins. Il va y avoir donc ces 2 systèmes. Le système dit d'alerte avec les voies catécholaminergiques, avec libération via une des régions de vos glandes surrénales qui sont exactement, pour être précis, les médullosurrénales. Il va y avoir libération d'adrénaline et de noradrénaline. Adrénaline et noradrénaline sont des neurotransmetteurs, c'est-à-dire des hormones du cerveau libérés par votre cerveau, qui vont venir donc, qui vont être libérés, qui vont venir impacter effectivement au niveau des médullosurrénales. Ce sont des catécholamines et ça vous permet effectivement, soit face à une situation de stress, soit de vous battre, soit de fuir. Hein, dans le temps, finalement, on disait je suis devant un ours devant moi, est-ce que je me bats contre l'ours ou est-ce que je prends les jambes à mon cou? C'est grâce à la libération, d'adrénaline et de noradrénaline. Donc, situation d'alerte, situation de stress. Vous rentrez dans une salle pour faire une conférence ou pour faire une réunion de votre N+1. Vous avez votre rendez-vous annuel avec votre N+1. Vous allez avoir probablement libération d'adrénaline et de noradrénaline. Suite à cela, on va le voir de manière concomitante, pratiquement en parallèle finalement. On est bien incapable de définir les temps pour la mise en place des 2 systèmes. Nous allons avoir
la réponse qu'on appelle neuro-endocrinienne au stress. Elle est retardée par rapport à la première puisqu'elle est neuro-endocrinienne et qu'elle passe par le sang et non pas par voie nerveuse. Elle met un peu plus de temps. Pour faire une analogie, la réponse nerveuse que nous venons de voir dans la slide précédente, c'est l'autoroute. Quand vous prenez l'autoroute pour vous rendre d'un point A à un point B, la réponse neuro-endocrinienne, c'est les routes départementales. Alors, vous arrivez toujours au même endroit. Parfois, ça peut être, il n'y a pas forcément beaucoup de différence en nombre de temps, mais quand même, elle est un peu plus longue. Là, il va se faire quoi? Il va y avoir activation d'une des structures cérébrales de notre cerveau, qui est l'hypothalamus, et qui est impliquée dans beaucoup de choses, notamment dans le maintien de l'équilibre de l'organisme. Cet hypothalamus va sécréter une hormone, qui est le CRF, qui ensuite va permettre à l'hypophyse, une autre structure de notre cerveau, de sécréter une nouvelle hormone, la CTH, qui elle-même va permettre aux glandes surrénales, mais cette fois-ci à la partie cortico-surrénale, de libérer l'hormone par excellence du stress et que vous connaissez tous, le cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc le cortisol va être libéré en situation de stress. Évidemment, on va avoir surtout libération de cortisol, enfin du moins sa libération sera plus importante en situation de stress chronique ou répété. Un stress, la différence entre un stress aigu et un stress chronique et répété, le stress aigu, c'est face à une situation, un one-shot. Vous devez prendre la parole devant une conférence. Vous avez votre entretien. Vous êtes étudiant, quand vous étiez étudiant, vous passiez des examens. Vous vous rendez à un entretien d'embauche, etc. C'est effectivement un stress aigu. C'est un événement parmi d'autres, mais c'est tout. Un stress répété et chronique, c'est la lourdeur que vous pouvez avoir au niveau de votre travail, le harcèlement que l'on peut vivre parfois dans certains emplois, le fait d'avoir beaucoup de demandes de ses supérieurs ou de soi-même, puisqu'on peut être chef d'entreprise et avoir des propres exigences pour soi-même, du moins pour son entreprise. Et ben là aussi, ça va être plutôt un stress répété, chronique, qui va effectivement être au long cours. Et là, c'est beaucoup plus néfaste, c'est là où ça va devenir surtout néfaste, parce que s'il y a trop de libération de cortisol, cette libération de cortisol trop importante va devenir nocive pour l'organisme. Pourquoi? Parce que regardez bien mes flèches là. Vous voyez, libération de cortisol. Ici, il y a des flèches qui remontent vers l'hypothalamus et vers l'hypophyse. Pourquoi? Parce que quand tu es en situation de stress, il y a ce système qui se met en place, ce qui est normal, même pour un stress one shot, c'est-à-dire quand vous faites une conférence ou une réunion devant, une prise de parole devant vos supérieurs, forcément, pendant la prise de parole, vous allez avoir, suite à ça, libération de cortisol. Mais tout de suite après l'événement, votre cortisol va par une boucle de rétroaction négative, c'est-à-dire qu'elle va diminuer la libération de CRF et du coup d'ACTH pour refaire venir votre système à la normale, à ce qu'on appelle à l'équilibre. Sauf que si vous êtes en situation de stress répété, je me prends un coup, allez, bang, 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 à chaque fois, 1 plus 1 plus 1 plus 1, au bout d'un moment, cette libération de cortisol peut s'emballer et ça va être incapable de faire cette boucle de rétroaction négative. Donc, ça va continuer à décharger et c'est là où la libération de cortisol chronique trop importante va devenir nocive pour l'organisme. Est-ce qu'on peut dire, Célia, que trop de cortisol dans le corps, il peut y avoir des atteintes d'organes assez dangereuses pour la santé? Alors, je ne sais pas s'il peut y avoir des atteintes d'organes dangereuses. Ça doit certainement impacter, puisque il y a des têtes au niveau médical. C'est vrai que quand on a trop de cortisol, déjà, il peut y avoir des problèmes au niveau du diabète. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un lien entre libération de cortisol et diabète, c'est que les personnes qui sont très stressées et qui ont beaucoup de libération de cortisol, effectivement, il a été montré qu'il pouvait y avoir un lien à la longue avec l'apparition de diabète. Alors quand c'est vraiment répété au long cours, il doit y avoir effectivement, ça doit évidemment impacter certains organes. En revanche, et là on va y venir, là où ça va impacter, c'est évidemment au niveau du cerveau. C'est-à-dire que les personnes qui sont stressées et où il y a trop de libération de cortisol, le cortisol va impacter certaines régions cérébrales, notamment impliquées dans la mémorisation, et ça va diminuer ce type de performance, et ça peut avoir des répercussions au long cours, puisqu'on s'est rendu compte que finalement, les personnes qui étaient plus enclins de faire un déclin cognitif, c'était les personnes qui étaient finalement, il y avait un lien avec le stress. C'est-à-dire que c'est ces personnes-là, qui montraient un déclin cognitif peut-être un petit peu léger, et chez les personnes atteintes
de maladies neurodégénératives. Les recherches ont établi des liens. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit non plus. Hein, c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est forcément le cas à chaque fois. Mais en tous les cas, ils ont établi des liens comme quoi il y avait un lien peut-être entre cette libération de cortisol trop importante au long cours depuis plusieurs années, enfin vraiment le gros truc, et éventuellement l'apparition de certaines pathologies comme celle-ci. Le cortisol, est-ce qu'on peut le détecter avec des prises de sang? Oui. Oui, alors c'est justement, il y a deux manières de détecter le cortisol. Il y a la possibilité de le détecter de manière salivaire. Donc, on vous fait mâcher des cotons, on met un coton dans un tube, dans un petit tube. Moi, j'avais fait des tests comme ça, hein, pour une partie de ma thèse, même si après on s'en est pas servi. On avait fait ça, on avait fait mâcher un petit coton parce qu'on ne pouvait pas leur faire des prises de sang, on n'était pas en situation de pouvoir leur faire, et on mâche, et à ce moment-là, on peut analyser à différents temps le taux de cortisol dans la salive. Généralement, les médecins ne prescrivent absolument pas ça. C'est une prise de sang, et moi, je sais que j'en ai fait une dernièrement justement, hein, pour voyez, votre serviteur qui vous fait une conférence sur le stress a elle-même subi son stress. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a fait une prise de sang. Et pour mesurer le taux de cortisol, on va vous mesurer le taux de cortisol normalement largement avant 9 h le matin. Normalement, c'est même à 8 h, 8 heures, parce que le cortisol, c'est là où, en temps normal, ce qui est logique, sa libération est la plus optimale. C'est logique puisque je vous disais tout à l'heure en préambule que c'est à 7-8 heures du matin où elle est la plus optimale. C'est ce qui vous permet de vous lever le matin, de carburer, sinon il n'y aurait pas de moteur dans votre voiture, pas d'essence, pardon, dans votre voiture, vous ne pourriez pas vous lever. Mais il y a un taux à respecter. Et quand le taux est trop important, c'est là où on voit qu'il y a un problème de cortisol. Ensuite, il y a aussi, si le cortisol s'effondre, c'est pas bien non plus. Parce que ce qui peut se passer, c'est qu'au bout d'un moment, forcément, vous avez tellement eu de libération de cortisol. Excusez-moi, c'est mon petit cerveau, voilà. Je vous montre, c'était pour les régions cérébrales. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a eu trop de libération de cortisol, bah, c'est un petit peu comme votre batterie de téléphone. Quand vous avez passé trop de temps au téléphone, au bout d'un moment, bah, vous n'avez plus de batterie, hein, la batterie elle tombe à plat, il faut recharger. Bah, le cortisol, c'est mauvais quand il est trop libéré, c'est toxique. Mais au bout d'un moment, ce qui peut se passer, c'est qu'il va y avoir épuisement, ou alors ça va les récepteurs qui sont chargés finalement. Alors les récepteurs, c'est quoi? Imaginez votre cortisol, c'est une clé. Votre clé, vous avez votre clé. Pour faire son action, pour diminuer votre stress, elle va se fixer sur un récepteur qui est une serrure. La clé rentre dans la serrure. Ben, s'il y a trop de cortisol libéré, au bout d'un moment, il peut ne plus être efficace, tout simplement aussi parce que les récepteurs deviennent inaccessibles. Et à ce moment-là, c'est aussi mauvais. Mais seule la prise de sang peut le montrer. Donc, c'est un médecin qui prescrit une prise de sang et on peut voir s'il y a un problème de cortisol ou pas et les conséquences que cela peut avoir, puisqu'on sait que dans certains types de pathologies, on a des problèmes de cortisol et notamment certaines pathologies liées à la thyroïde. Mais là, il faut vraiment en parler à son médecin parce que je ne suis pas du tout docteur en médecine. Donc, en dehors de ces deux systèmes physiologiques, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir bien évidemment implication d'autres neurotransmetteurs, c'est-à-dire de neurotransmetteurs d'hormones du cerveau. Quels sont-ils? On va voir notamment la sérotonine. La sérotonine va nous permettre de mieux gérer notre stress, c'est-à-dire de s'adapter à notre stress. Donc, plus il y aura de sérotonine, mieux on arrivera à s'adapter, à trouver les stratégies nécessaires pour s'adapter à l'événement stressant. L'acétycholine, qui est finalement le pendant de la noradrénaline et adrénaline, c'est-à-dire que l'acétycholine est un neurotransmetteur un petit peu plus sédatif qui fait revenir votre système à la normale. On y reviendra tout à l'heure lorsqu'on parlera effectivement de la cohérence cardiaque pour gérer son stress, mais c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire l'acétycholine vous fait revenir votre système à l'équilibre. Vous avez une situation de stress, vous partez, vous êtes en situation d'alerte, vous êtes en éveil, très éveillé, noradrénaline, adrénaline, et évidemment, pour venir à la normale, il va y avoir notamment libération d'acétycholine. Donc là aussi, il y a l'acétycholine qui joue un rôle. Il y a aussi ce qu'on appelle le GABA. Le GABA, c'est un neurotransmetteur qui est aussi un petit peu sédatif, qui est impliqué dans la diminution du stress, il faut le savoir. D'ailleurs, à ce propos, la plupart des anxiolytiques que l'on peut prendre, tous les médicaments que l'on connaît, les anxiolytiques, c'est-à-dire les benzodiazépines, alors il y en a qui connaissent cela sous le nom de Xanax par exemple, ça va impacter effectivement le GABA pour prolonger l'effet du GABA. Donc les anxiolytiques, s'ils prolongent l'effet du GABA
justement, et que les anxiolytiques sont donnés en situation de stress, hein, les personnes qui sont très stressées, parfois elles peuvent se retrouver sous Xanax, c'est l'action du Xanax. Évidemment, d'autres régions cérébrales vont être impliquées, c'est-à-dire l'hypothalamus, nous l'avons vu, mais aussi des régions comme l'hippocampe qui sont impliquées dans la mémoire, qui vont nous permettre, par analogie, de gérer les événements stressants, notamment quand ils se reproduisent, et toutes les régions émotionnelles qu'on appelle les régions mésocorticolimbiques, pour être précis. Alors, quelles sont les conséquences du stress sur nos performances cognitives? Effectivement, on va voir qu'on en a plusieurs. C'est que cette action, alors les glucocorticoïdes, c'est quoi? C'est le cortisol. Le cortisol fait partie des glucocorticoïdes. Donc, ce stress prolongé, libération intense, c'est ce que je vous ai dit, de glucocorticoïdes, donc de ce cortisol qui va devenir nocif, ça va avoir un impact sur l'organisme. Le premier impact, c'est que ça va avoir un impact négatif sur le sommeil, c'est-à-dire réveil nocturne, on l'a vu tout à l'heure, diminution de la qualité du sommeil, de la quantité du sommeil. Or, on sait qu'il y a un lien entre sommeil et stress, donc moins vous arriverez à dormir, plus vous stresserez. Plus vous stresserez, moins vous arriverez à dormir, ce qui va avoir effectivement, ça va être un petit peu un cercle vicieux. Et en plus, on le sait, quand on est en manque de sommeil, on est beaucoup moins efficace dans son travail. Hein, quand on doit rendre son dossier et qu'on a fait presque nuit blanche et qu'on arrive, qu'on l'a rendu, la journée du lendemain, on n'est jamais, on va dire, très frais. On va pas se mentir, on est un petit peu autour de ralenti. Donc là, ça va être un autre problème. Évidemment, pour venir à votre question, Eric, et certainement qui était une question aussi de certains participants, ça va affaiblir l'organisme. C'est-à-dire que lorsqu'on est trop stressé, qu'il y a une trop grosse libération de cortisol, on devient finalement plus vulnérable aux infections bactériennes et virales. C'est-à-dire qu'on va tomber plus malade. Il va y avoir plus finalement d'arrêt maladie pour, non pas pour burn-out, hein, ni pour cause psychologique, mais ou pour fatigue, mais finalement pour gastroentérite, grippe, toute autre petite pathologie, virus que l'on peut attraper, parce que justement, on y devient plus vulnérable et quelque part, pour le dire de manière, j'allais dire, totalement vulgarisée, on chope tout ce qui se passe. Et à ce moment-là, des rhumes, etc. À ce moment-là, c'est effectivement parce que peut-être il y a trop de libération de cortisol et que le stress impacte finalement nos fonctions immunitaires et notre système immunitaire. Évidemment, tout ce qui est céphalée de tension, pour ceux qui ne savent pas, les céphalées de tension, c'est quand vous vous touchez ici, les épaules, au niveau de la jonction de l'épaule et que vous hurlez de douleur, si je puis dire, c'est des tensions musculaires. Évidemment, et là je vais y venir dans les détails, ça va être tout ce qui est capacité attentionnelle, de concentration, qui va évidemment impacter vos performances au travail et vos performances de tous les jours, mais pas qu'au travail, ça peut être aussi vos performances personnelles à la maison, avec votre conjoint, votre conjointe, ou même avec vos enfants, enfin dans tous les cas, dans vos activités quotidiennes. Et évidemment, je vais rentrer dans les détails pour vous expliquer comment est-ce que ça va se traduire, pour que vous puissiez les repérer et vous dire, attention danger, si je commence à avoir ça, c'est peut-être que je suis en train de subir un stress sans le savoir. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne savent même pas qu'elles stressent. Parce qu'on est dans l'activité tout le temps, ça ne va même pas qu'un stress et que ce qu'elles subissent, ce sont les conséquences du stress, mais cette fois-ci, évidemment, du stress négatif. C'est à ce moment-là que le stress devient négatif. Il n'est positif que lorsque ça nous permet de réagir et de pouvoir finalement, je vous ai dit tout à l'heure, se battre ou fuir. Si vous n'y avez pas de stress, on serait incapable de se battre ou se fuir et on resterait devant son agresseur, les bras ballants comme ça, apathique. Et c'est pas non plus ce qu'il faudrait, ça serait finalement aussi nocif. Donc, effectivement, ce qui va se passer, c'est que les conséquences du stress, ça va concerner toutes les étapes du traitement de l'information, de la saisie de l'information elle-même à la gestion de l'action, c'est-à-dire le traitement, la saisie de l'information et la gestion de l'action, finalement de A à Z. Votre problème de cognition, les conséquences du stress, vous impactera sur tous les processus du traitement de l'information, du début jusqu'à la fin, et on va voir tout de suite comment cela va se traduire. L'attention. Vous allez avoir des difficultés attentionnelles, des difficultés de concentration, du mal à rester mobilisé sur une seule tâche. Un petit peu comme les enfants qui ont du mal à rester mobilisés lorsqu'on leur donne une tâche à faire et qui bougent, qui ont besoin de se lever, d'aller dans tous les sens parce qu'ils sont incapables de se concentrer, ça va être pareil. Vous allez avoir une augmentation à la distractibilité, c'est-à-dire que vous allez devenir plus vulnérable aux distracteurs.
Hein, d'habitude, vous arrivez à vous concentrer, vous n'êtes pas trop vulnérable à l'environnement extérieur, enfin, vous arrivez à faire abstraction de cet environnement. Là, et ben là, pas du tout. Vous allez être gêné par le moindre bruit ou le moindre truc va vous déconcentrer. Vous allez regarder par la fenêtre, vous allez vous occuper de ce que font les autres à côté, notamment si vous êtes en open space, etc., etc. Donc, ça va être un problème puisque vous allez du mal à être concentré et à effectuer bien les choses, puisque si on n'est pas concentré, ben forcément, on peut faire des erreurs. Ensuite, il va y avoir la mémoire qui va être impactée. Alors là, j'ai mis 2 termes de mémoire qui vous disent peut-être rien, mais je vais vous les expliquer. C'est la mémoire de travail et la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Votre mémoire à long terme, c'est votre mémoire qui vous permet d'emmagasiner de nouvelles informations, d'apprendre de nouvelles informations. À ce moment-là, vous allez être dans l'incapacité à prendre ces nouvelles informations, d'apprendre de nouvelles choses. Vous allez être, en tous les cas, dans l'incapacité où ça va être plus compliqué pour vous. Et tout ce qui va être mémoire de travail et à court terme, par exemple, la mémoire de travail, c'est ce qui vous permet actuellement de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, puisque justement, vous avez une mémoire de travail qui vous permet de retenir les premiers mots de ma phrase pour pouvoir comprendre mon discours. C'est ce qui vous permettrait aussi de prendre des notes, ce qui vous permet de prendre des notes en réunion, ce qui vous permet aussi d'organiser un événement, de planifier une sortie au restaurant, même avec des amis. C'est votre mémoire de travail, de vous rendre d'un point A à un point B. Et effectivement, en situation de stress, elle devient dysfonctionnelle, on a beaucoup plus de mal et ça va avoir des répercussions. Ensuite, on va avoir cette espèce de pensée qui est totalement confuse, avec une prise de décision totalement aléatoire, avec des erreurs de schéma de pensée, c'est-à-dire des erreurs où on va reproduire les mêmes erreurs, on va avoir des pensées qui seront floues, irrationnelles, et finalement, on n'arrivera pas à bien analyser la situation, c'est-à-dire qu'on se basera sur des scripts, sur des, sur des prémices qui sont finalement totalement fausses. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc, quand je disais procédure de gestion de l'action, augmentation des temps de réaction. Vous allez mettre plus de temps que d'habitude pour effectuer une tâche. Quelque chose que vous mettriez peut-être un quart d'heure à faire, peut-être qu'il vous faudra 1 heure, 2 heures. La perturbation des capacités d'organisation et de planification, c'est ce que je vous disais. Incapable d'organiser une réunion, peut-être avec ses employés. Incapable de planifier une sortie au restaurant. Incapable de planifier une stratégie d'entreprise, par exemple. Vous allez avoir même parfois être incapable de vous gérer vous-même et de vous prendre en charge. Et surtout, ça va occasionner des problèmes au niveau des relations interpersonnelles. Pourquoi? Parce que généralement, les personnes qui ont un gros stress et qui n'en peuvent plus, qui sont en situation de limite, finalement vont se décharger des tâches désagréables sur les autres personnes. C'est-à-dire les tâches qui nous incombent, qui vous incombent, vous allez les décharger sur autrui. Et bien évidemment, vous comprendrez bien les conséquences que cela peut avoir avec vos relations. Ça va évidemment poser problème. Alors, maintenant, on va parler de finalement comment gérer son stress. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir gérer mon stress? Il ne s'agit pas d'arrêter de stresser totalement. Il ne s'agit pas non plus par les techniques que je vais vous donner, ou je ne vais pas vous éviter de stresser. Stresser, on ne peut pas éviter de stresser. Le stress est là. Quand vous avez un événement stressant, il est là, il existe. S'il y a un deuil, s'il y a une perte d'emploi ou des réunions à faire avec ses supérieurs et le fait de prendre la parole vous stresse, c'est logique, c'est un événement stressant, on ne peut pas y échapper. Il n'y aura jamais d'événement non stressant qui existera dans la vie. À la limite, ça n'existe pas. En revanche, moi, les techniques que je vais vous donner, ça va vous permettre de mieux s'adapter, de mieux le gérer, de mieux y faire face pour pouvoir rester avec vos capacités les plus optimales possibles. Et c'est ça qui est important. Alors moi, à titre personnel, j'aime beaucoup cette phrase d'Henri Bergson qui disait que l'homme devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie qu'il en met à la compliquer. Et effectivement, on va voir tout ce qu'on peut mettre en place tout de suite ensemble. Voyez, stress, relax, moi, mon but n'est pas de vous éradiquer le stress, mais de vous faire aller, par moment, prendre cette flèche verte vers le côté relax et faire diminuer la pression. L'événement sera là, mais vous arriverez à faire face, à trouver les stratégies en vous pour pouvoir y faire face. Alors, quelles sont ces stratégies? Il y en a une multitude. Et donc, moi, je vais vous en présenter certaines, bien évidemment. Alors, tout d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'au niveau des stratégies, des techniques de gestion du stress, elles ne sont absolument pas excluables. C'est-à-dire, c'est pas j'en prends une et je prends pas les autres. On peut, au contraire, avoir une synergie. Et à la limite, même quand on utilise beaucoup
plusieurs techniques à la fois, évidemment, ça augmente probablement les capacités de gestion du stress. Parmi les techniques que je vais vous présenter, il y en a qui vous correspondront, il y en a qui ne vous correspondront pas. Ça, c'est logique. Tout un chacun, on est différent, on est plus sensible à d'autres techniques. Il y en a peut-être que je n'ai pas mises du tout et que vous connaissez et qui marchent sur vous. J'allais vous dire, l'essentiel, c'est que ça marche. Ne vous inquiétez pas non plus lorsque vous entendez telle technique, on ne sait pas si ça marche, on ne sait pas si ça fait du bien. J'allais vous dire, ce qui compte le plus, c'est pas qu'elle ait eu des résultats efficaces au niveau de la littérature scientifique, parce que la science, c'est très bien, mais ce qui compte le plus pour moi, c'est l'humain. Donc si c'est efficace pour vous, peu importe qu'il n'y ait pas de preuve scientifique qu'elle fonctionne, l'essentiel, c'est qu'elle soit efficace et qu'elle vous permette de gérer votre stress et que vous alliez mieux. Ça, c'est vraiment un point important. Alors, ces deux techniques-là, vous voyez, comportementale et cognition, avec les TCC, c'est quoi? C'est des thérapies cognitivo-comportementales. Celles-ci sont un petit peu particulières parce qu'elles demandent effectivement le fait de consulter un personnel soignant, c'est-à-dire généralement un psychologue, un personnel médical. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les psychologues qui sont normalement habilités à pouvoir faire ce type de thérapie. Alors, les thérapies d'exposition et d'affirmation de soi, c'est quoi? C'est lorsque vous avez une peur, par exemple une phobie, par exemple la peur de prendre la parole en public, la peur de prendre l'avion parce que vous êtes stressé à l'idée de faire un voyage à l'autre bout du monde et que vous devez prendre l'avion. Thérapie d'exposition, c'est de vous exposer à votre stress de manière généralement en réalité virtuelle. Je ne sais pas si vous avez beaucoup entendu parler de la réalité virtuelle, mais c'est des phénomènes c'est en fait une simulation, comme les hommes qui partent sur la Lune, qui montent dans un simulateur pour voir ce qui pourrait se passer au niveau physique. Là, c'est exactement pareil. C'est une thérapie d'exposition. On vous expose au fur et à mesure, de manière croissante, à la situation de stress pour justement que vous puissiez y faire face et comprendre que votre stress est quelque part non avenu puisqu'il ne va rien de se passer. Non, c'est pas parce qu'on prend l'avion qu'il va forcément s'écraser. C'est pas parce que vous allez sortir dehors que vous allez forcément vous faire écraser par une voiture. C'est pas non plus parce que vous allez prendre la parole en public que vous allez vous faire moquer, qu'il va y avoir des problèmes et que ça va mal se passer. C'est ce genre de choses. Les thérapies cognitivo-comportementales, c'est à peu près la même chose. On vous fait travailler sur les schémas. Pourquoi? Parce que chez certains d'entre nous, on a des schémas, des scripts. On a des scripts qui sont préenregistrés dans notre cerveau, que nous avons préenregistrés et qui datent parfois depuis l'enfance, et qui font qu'on revit la même situation stressante au lieu d'apprendre et de mieux la gérer, de se dire OK, je change de stratégie, je vois les choses autrement. On revit effectivement comme un cercle vicieux les choses la même fois, à chaque fois. C'est un petit peu un jour sans fin. Vous savez, comme le film qui est passé il y a pas, qui est assez récent, je crois, ou tout du moins qui repasse assez souvent à la télé. Ce jour sans fin, on revit la même journée. Là, c'est pareil, on revit son script, son scénario négatif. Les thérapies cognitivo-comportementales vont vous aider à sortir de ce cercle vicieux, à vous extirper et à vous faire voir les choses autrement. Alors, vous pouvez lire des livres, d'ouvrages dessus, que vous allez trouver dans n'importe quelle librairie, sur le sujet, qui vont vous aider à le faire vous-même. Mais il n'y a rien de mieux que de voir un spécialiste qui va vraiment vous faire travailler dessus, parce qu'effectivement, eux sont habilités, ont été formés à ces techniques-là. Suite à ça, bien les techniques qu'on peut mettre soi-même en place. Il y a la relaxation, se détendre, on va le voir, il y a la sophrologie qui peut être faite tout seul ou éventuellement avec un sophrologue. Il y a ce qu'on appelle biofeedback ou neurofeedback. Alors, c'est quoi le neurofeedback? C'est, vous savez, vous avez des ondes au niveau du cerveau. Donc, vous allez avoir un appareil qui est un électroencéphalogramme qui va vous permettre effectivement d'enregistrer vos ondes cérébrales. Et plus vos ondes alpha, qui sont les ondes de repos lors de l'éveil, les ondes d'éveil, mais au repos calme, seront importantes, plus vous serez relaxé. Ça peut vous permettre d'avoir un retour ça peut vous permettre d'avoir un retour, évidemment, sur votre relaxation. Et ensuite, il y a, et celle-ci, je vais la détailler un peu plus loin dans quelques diapositives suivantes parce que je l'affectionne particulièrement, mais vraiment particulièrement, c'est la cohérence cardiaque. Pourquoi? Parce qu'elle est simple à mettre en place, elle peut se mettre n'importe où, elle ne demande pas forcément une personne pour vous aider et elle est très, 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 très efficace. Mais bien évidemment, je vous en parlerai et même je vous proposerai que nous cohérions ensemble dans quelques instants. Suite à ça, il y a autre chose, apprendre à se détendre. Alors, j'ai employé le terme activité physique de manière réellement réelle. C'est-à-dire que, pourquoi j'ai pas mis le mot sport? Tout simplement parce que le sport, c'est très bien.
Le sport, on sait que ça a des vertus pour nous apprendre à gérer son stress, hein, puisqu'il y a libération d'endorphines. Or, les endorphines sont relaxantes et on sait que notamment faire du jogging, tout ça, il y a eu des études qui ont montré qu'il y avait un lien entre les deux et que finalement, ça faisait diminuer l'anxiété. Je parle d'activité physique parce que l'activité physique aussi. Et l'activité physique, c'est pas du sport intensif. Ça peut être une marche, ça peut faire du jardinage, ça peut être de la cuisine. Et effectivement, tout ça, apprendre à vous détendre parce que justement, c'est cette activité. Vous allez faire travailler vos muscles, vous allez faire travailler notre partie, vous allez laisser à votre cerveau le temps de se reposer et de ne plus être stimulé par ces pensées incessantes qui vous troublent. Ça peut être lire et écouter de la musique, donc la musique que vous souhaitez. Lire aussi. Attention toutefois, pour la lecture, il ne s'agit pas de lire les dossiers que vous devez rendre pour votre travail. Il s'agit de lire même des romans de gare, ce qu'on appelle les romans de gare. Finalement, peu importe. C'est pas ce qui est important, c'est lire quelque chose qui va vous détendre, qui va vous sortir effectivement de la situation dans laquelle vous êtes et qui va vous permettre de vous évader. Hein, surtout pas lire effectivement des dossiers ou des choses que vous devez lire pour être plus efficace à votre travail. C'est vraiment lire de manière détente. Et effectivement aussi visualiser mentalement un lieu ou un moment plaisant. Ça peut être l'un ou l'autre pour faire ressurgir les émotions positives. Quelque chose qui ne serait qu'à vous, qui n'appartiendrait qu'à vous. Une plage de sable fin, un moment plaisant avec vos parents, avec vos grands-parents quand vous étiez enfant, avec vos enfants, peu importe. Quelque chose sur lequel cette image vous ressource et vous donne une énergie. Ça, c'est aussi important. Mais ça, c'est à vous à trouver votre propre image, un petit peu comme les femmes du temps des rois, hein, du temps de Versailles, qui allaient se ressourcer dans leur boudoir, qui allaient à la limite seules dans leur boudoir pour se ressourcer parce qu'elles avaient besoin d'éviter toute cette émulation de la cour. Là, ça va être pareil. Vous allez avoir besoin de cette image mentale, sauf que ce lieu n'existe peut-être pas physiquement, mais ça peut exister que par visualisation mentale, justement, votre palais mental pour pouvoir vous ressourcer et vraiment mieux appréhender le reste des événements stressants et mieux faire face à la situation que vous êtes en train de vivre. Suite à ça, il va y avoir aussi orienter finalement ses pensées vers le positif. Alors, je dis ça, mais ce n'est pas forcément ce qu'on entend toujours de voir le verre à moitié plein. Pourquoi je dis ça? Parce que suivant la situation stressante qu'on est en train de vivre, le verre à moitié plein, je suis bien consciente qu'on ne le voit pas. Quelqu'un qui vit un deuil, quelqu'un qui vient d'être licencié, le verre à moitié plein, il est quand même très dur à voir, j'en conviens. Imaginez les moments positifs à venir et au passé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez passer un bon moment avec des amis, avec vos enfants. C'est pour ressourcer sur ces moments positifs. Ça va être aussi effectivement passé, c'est-à-dire un moment de journée. Quels sont les moments où vous avez été au top? Qu'est-ce qui vous avait fait plaisir? Super, vous avez réussi à prendre la parole en public, ou vous avez eu un sourire de votre collègue, ça vous a fait plaisir. Ce sont ces petits moments-là qui peuvent effectivement vous apprendre à mieux gérer son stress parce que justement, vous êtes vers le positif et le positif apporte du positif. Les émotions sont contagieuses et à ce moment-là, vous allez mieux gérer le stress. Ça peut être une technique aussi. Remettre en question les pensées négatives. Confrontez-vous aux pensées, aux faits réels. Ce que dit votre cerveau n'est pas forcément la réalité. Ce que dit votre cerveau, ce n'est qu'une pensée. Or, une pensée n'est pas réelle. Je prends l'exemple de Matisse avec son tableau « Ceci n'est pas une pipe ». Il a raison, alors qu'il représente une pipe. Ce n'est qu'une représentation d'une pipe, mais ce n'est pas une pipe, vous ne pouvez pas la fumer. Vos pensées, c'est pareil. Vos pensées ne sont pas réelles. Donc, les pensées qui vous disent « j'y arriverai pas », je suis nulle. De toute manière, dans ma famille, on a toujours été nuls pour ça. Je ne sais pas prendre la parole en public. J'y arriverai jamais. C'est faux. Je ne sais pas faire ça. C'est faux. Remettez-vous en question et dites-vous, OK, à votre cerveau. Tu me dis ça, mais maintenant tu vas me le prouver. Et comme 2 plus 2 font 4, partez à la recherche de l'information vraie, pragmatique, scientifique, mathématique que l'on ne peut pas refuter. Comme un détective part à la recherche d'un criminel. Et vous verrez que vous allez déjouer ces pensées négatives. Et que vous allez comprendre que vous n'êtes pas l'objet de vos pensées. C'est vous qui devez dominer vos pensées, pas les pensées qui doivent vous dominer. Autre point que je rajouterai avant de passer effectivement à tout ce qui est cohérence cardiaque, c'est que lorsqu'on a des soucis, généralement, je ne sais pas vous, mais moi je suis la première à avoir ces pensées négatives qui me viennent et être dans l'incapacité, du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Parce qu'il y a des pensées négatives et que j'ai besoin de gérer. Donc, tant que la situation n'est pas gérée ou tant que j'ai ce problème-là, ça m'occasionne des problèmes dans ce que je dois effectuer comme autre travail. Je vous propose de donner rendez-vous
en entretien à votre problème. C'est-à-dire de lui dire, OK, à la limite, vous l'appelez, je ne sais pas moi, Marcel, je ne sais pas, Snoopy, peu importe, et vous lui dites, ben, écoute Snoopy, pas maintenant parce que j'ai autre chose à faire, mais tout à l'heure ou demain, tu es convoqué à mon bureau à 15 heures. Et le lendemain, à 15 heures, vous vous occupez de Snoopy. Comme votre patron vous donnerait un rendez-vous, ou comme effectivement à l'époque du roi Salomon, quand il y avait des problèmes, alors je crois que c'est le roi Salomon, hein, si je me souviens bien, qu'il y avait un problème à gérer, il donnait rendez-vous, en tous les cas, il y a eu un grand de ce style-là, qui donnait rendez-vous finalement pour régler le problème. Jamais régler le problème à chaud, jamais tout de suite, mais justement, il convoquait le problème, la situation, pour pouvoir prendre sa décision de manière efficace. Et là, vous aussi, vous allez faire ça. Pourquoi? Ça va vous décharger votre esprit de savoir que vous allez régler le problème un peu plus tard. Et en plus, au moment de régler le problème, vous serez efficace à 100% pour régler ce problème. Et donc, du coup, pour les autres activités, votre esprit sera déchargé. Et ça fonctionne très bien. C'est un livre du docteur David Gourion, très exactement, qui a fait un livre sur la méthode anti-stress. Il dit un truc très important, vous n'êtes pas le valet de vos soucis. C'est vos soucis qui sont votre valet. Vous n'êtes pas le valet de vos soucis. C'est à vous à dominer ceci. Vous êtes supérieur à eux. J'aime bien cette idée, Célia, de prise de rendez-vous avec ses mauvaises pensées. Ça fonctionne très bien. Oui, oui, c'est très bon ça. Alors, je vous avoue que ça fonctionne très bien parce que pour avoir eu des gros stress et notamment à un moment donné vouloir essayer de le gérer et ne pas pouvoir parce que ça ne m'incombait plus à un moment donné, j'avoue que d'avoir dit bon, je vais gérer le stress, je vais gérer ce problème-là plus tard, bah, ça m'a permis de me concentrer sur ce que je devais faire parce que sinon, effectivement, j'y arrivais pas, j'étais perturbée et ça m'a permis de me dire ok, bah, du coup, non, ça va être traité, je vais régler le problème, mais je me laisse un laps de temps pour le faire de manière réfléchie et surtout que ça ne me perturbe pas, par exemple, lors d'une intervention. Oui, en fait, Célia, je vois sur le chat, là, il y a un sujet qui est en train de se réguler par les participants eux-mêmes. La question le sujet, c'est le stress au travail, et la question, c'est pourquoi agir sur les facteurs de risque, pourquoi agissons-nous sur les conséquences du stress au lieu d'agir sur les facteurs de risque eux-mêmes. Mais on sait très bien que dans la vie, on peut malheureusement pas se passer de stress, qu'il y en aura toujours, que son patron, c'est pas le patron qu'on souhaite avoir, etc., son manager et autres. Et toute la question que vous démontrez, c'est ce qui est important par rapport aux événements de la vie qui nous arrivent, c'est de travailler sur la relation que nous avons à ces événements, en fait. Et alors, ça, c'est vraiment un sujet clé. Alors, totalement. Déjà, effectivement, on ne peut pas se passer de stress. Il y aura toujours des événements stressants. Et en plus, il y a un événement stressant qui va être, par exemple, pour vous, Eric, très stressant et pas pour moi. On réagit pas de la même manière au stress. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas tant l'événement qui est stressant. Je vais vous donner un exemple très personnel. C'est pas, pour que vous compreniez bien, c'est pas l'événement qui est stressant, c'est la manière dont on le perçoit. Je vous donne un exemple. Moi, je ne suis pas stressée par mes problèmes médicaux. Pourtant, j'en ai eu. Quand on me dit qu'il faut faire un scanner, un IRM, une IRM, n'importe quoi, une opération, mais alors ça me passe au-dessus, alors que j'ai des amis, si on leur parle de biopsie, elles paniquent. Alors moi, ça ne me stresse pas. En revanche, quand je dois prendre mon avion pour descendre en vacances et que j'ai peur d'arriver en retard, là, je suis à un maximum de mon stress. Vous allez me dire, c'est ridicule parce que c'est pas le même impact. Ah oui, c'est juste la manière dont je le perçois. Donc déjà, il y a le fait de pourquoi est-ce que je stresse ou je stresse pas. Il y a des gens pour certaines choses qui ne stresseront jamais pour certaines activités, mais qui vont stresser pour d'autres. Et vous allez faire le contraire. Donc ça, on ne peut pas se passer de stress. Donc il faut agir sur les conséquences pour apprendre à gérer. Après, il y a aussi le phénomène, et le participant a raison, il y a aussi le phénomène en amont, de la prévention du stress. Et là aussi, nous justement, au Centre de gestion du stress, tout à l'heure vous me présentiez comme membre du comité scientifique du Centre de gestion du stress, Eric, effectivement on a écrit un livre blanc sur la prévention du stress au travail, en entreprise, et le but c'est d'alerter, donc ce livre s'adresse surtout aux managers, aux chefs d'entreprise, pour alerter sur le stress en entreprise pour pouvoir mettre à disposition des salariés des choses, des mises en place qui vont justement faire diminuer cette situation stressante pour prévenir. C'est-à-dire que là, on gère le stress, ça va vous permettre de prévenir votre stress en le faisant au quotidien. Mais aussi, il y a des choses où il faut parler
aussi aux managers, aux N+1, aux chefs d'entreprise qui peuvent établir justement un dialogue pour qu'il y ait moins de stress au niveau des salariés. Et là aussi, il faut vraiment agir dessus parce que ça va permettre de faire diminuer certaines pressions. Peut-être que certaines demandes peuvent être reformulées autrement. Se rendre compte aussi qu'à un moment donné, les personnes, elles sont pas extensibles en temps et que il va bien falloir aussi que ça puisse être prévu et éviter de demander des trucs pour avant-hier. Parce que là aussi même, sauf quand c'est urgent et qu'il y a un gros budget à la clé, ça dépend de l'entreprise, mais ça peut être aussi ça de former aussi les managers pour qu'ils soient le plus efficaces possible dans leur technique de management et qu'ils n'occasionnent pas de stress ou le moins possible aux salariés. En tant que salarié et que travailleur, vous n'aurez pas, je suis désolée, pas forcément moins de stress, mais en tous les cas, les demandes seront différentes et ça va vous permettre effectivement de mieux gérer cette charge mentale et de ne plus subir une surcharge mentale. Donc là aussi, il y a des actions à mener et effectivement qui peuvent être totalement réalisées. Donc ça, c'est effectivement un point aussi important. Mais malheureusement, comme vous dites, le stress, ça peut être n'importe quoi. Hein. Quand on a un dossier à rendre, effectivement, on peut avoir un coup de boost, un coup de stress, ce qui n'est pas forcément mauvais. C'est justement si on n'arrive pas à s'y mettre, si des répercussions ou qu'on rentre et qu'on n'a plus envie d'aller travailler, enfin qu'on est dans un état lamentable où là, c'est vraiment un problème de stress. Ça peut être aussi parce que on se prend des réflexions, qu'il y a une mauvaise cohésion d'équipe, etc., qui va créer un stress. Donc là aussi, c'est peut-être à établir des situations de dialogue pour éviter toutes les situations qui pourraient effectivement occasionner du stress, tout en sachant que malheureusement, le stress zéro n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est salutaire parce que sans stress, peut-être qu'on n'aurait pas envie d'avancer, de travailler et de se battre et qu'il n'y aurait pas cette émulation finalement qui nous fait tous vivre. Quel est le titre du bouquin dont vous avez parlé, Célia? Alors, c'est la prévention santé en entreprise. Prévention santé en entreprise de qui? Alors, c'est des centres de gestion du stress. Il est disponible sur Amazon et par notre éditeur. Je pourrais vous envoyer le lien. Hein, Oui. parce que, Vous avez parlé d'un médecin également? le docteur David Gourion. Gourion, c'est Gourion. Et il a créé la méthode anti-stress. D'accord. Mais Okay. parce que, donc, vous avez encore des questions? Non, non, c'est bon, allez-y. Alors, la cohérence cardiaque, méthode que j'affectionne particulièrement parce qu'elle est efficace, mais vraiment très efficace. Elle est efficace aussi bien en one shot qu'au long cours. Alors évidemment, il vaut mieux la pratiquer comme on pratiquerait une activité physique. Hein. Vous savez que les bienfaits de l'activité physique ne se font que si vous le faites régulièrement, hein, pas une fois tous les 3 mois. La cohérence cardiaque, c'est pareil, sauf que si vous avez un coup de panique, un coup de stress parce que vous devez prendre la parole, parce que comme moi la dernière fois j'avais peur de ne pas avoir mon avion parce qu'il y avait un peu de circulation dans le taxi, j'ai fait ma cohérence cardiaque, ça m'a permis de redescendre, de faire diminuer la pression au lieu de me faire une attaque de panique dans le taxi. Comme je vous ai dit, moi, c'est un événement qui me stresse, de ne pas arriver à l'heure. Donc, effectivement, ou alors les problèmes Internet. Je pense qu'on en a eu tout à l'heure un petit aperçu. J'ai toujours peur que la connexion Internet ne se fasse pas. Ça va me stresser. Une prise de parole ne me stressera pas, mais les problèmes logistiques vont me stresser. Donc, forcément, cohérence cardiaque, ça permet de descendre la pression et d'éviter, effectivement, de partir en totale panique. Mais évidemment, plus vous allez vous entraîner, mieux ça sera. C'est quoi? C'est faire 6 respirations par minute. Alors, vous allez me dire, c'est quoi 6 respirations par minute? Je ne sais pas ce que c'est. En fait, c'est vous allez inspirer pendant 5 secondes par le nez. Donc, vous allez, en inspirant par le nez, compter jusqu'à 5, comme ça. Et après, vous soufflez par la bouche pendant 5 secondes. Vous allez faire cela pendant 5 minutes. Pourquoi 5 minutes? Tout simplement pour que vos systèmes sympathiques et parasympathiques, souvenez-vous, le système sympathique dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est celui qui libère de la noradrénaline et de l'adrénaline. Et le parasympathique, c'est celui qui permet la libération de l'acétycholine. Acétycholine qui vous permet de revenir à la normale suite à un stress. Ce qui se passe, c'est quand vous inspirez, il y a augmentation de la fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire. Et vous allez avoir quoi? Vous allez effectivement avoir libération d'adrénaline et de noradrénaline. En expirant, c'est le parasympathique qui prend le relais avec libération d'acétycholine. Donc, le but de faire 5-5, c'est de mettre les deux systèmes au même niveau et ça va permettre, pourquoi pendant 5 minutes? Parce que c'est le temps nécessaire pour que votre fréquence respiratoire se mette au même diapason que votre fréquence cardiaque. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque.
Pourquoi 3 fois par jour? Matin, milieu de journée, fin de journée. Parce que, effectivement, le matin, ça va vous permettre de vous lever et d'appréhender votre journée qui risque d'être difficile parce que vous avez plusieurs rendez-vous dans la journée. À midi, ça va vous permettre, le milieu de journée, de faire redescendre la pression du matin et d'affronter celle de l'après-midi. Et le soir, on fait redescendre effectivement la pression du soir, puisque les bienfaits immédiats de la cohérence cardiaque durent environ 4 heures. C'est ce qu'il faut savoir. Et ça a des bienfaits surtout, même au niveau pathologie. Il y a eu des études qui ont montré que ça avait diminué effectivement les problèmes de diabète, les problèmes de tas de problèmes, effectivement, la vulnérabilité aux infections, etc. Mais ça fonctionne évidemment très bien sur le stress, puisque ça permet notamment la diminution du cortisol qui, je vous le rappelle, s'il est trop libéré, devient toxique. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus bénéfique. Suite à cela, vous allez avoir effectivement pourquoi je vous ai mis pour mieux dormir. Certains d'entre vous ont peut-être des problèmes pour dormir. Alors, soit vous utilisez la cohérence cardiaque normale en 5-5, comme on dit, 5 respirations, 5 inspirations et 5 expirations, soit vous pouvez utiliser celle-ci qui est préconisée donc pour mieux dormir, toujours 6 respirations par minute, mais on inspire en 4 secondes et on expire en 6 secondes. Pourquoi? Souvenez-vous de ce que je viens de vous dire. Je viens de vous dire qu'en inspirant, c'est le système sympathique, augmentation de fréquence cardiaque et respiratoire avec libération de noradrénaline et d'adrénaline, mais qu'en expirant, c'était le parasympathique qui permet le retour à la normale, à l'équilibre de votre organisme avec libération d'acétylcholine. Et bien regardez, en faisant ça, vous maximisez l'effet du parasympathique. Or, si il est supérieur au sympathique, ça va avoir un petit côté sédatif qui va vous aider du moins, alors ça ne va pas vous donner sommeil, mais ça va vous aider à vous détendre et puisque vous serez plus détendu, forcément, vous allez arriver mieux à vous endormir. Ça va diminuer la latence d'endormissement parce que ça va augmenter l'effet relaxant. Donc la journée, c'est plutôt en 5-5 si vous ne voulez pas être un petit peu endormi peut-être pendant la journée. Et le soir, pour mieux dormir, au moment où vous êtes dans votre lit, vous pouvez totalement le faire et vous allez voir que ça va vous détendre et ça va permettre un endormissement plus rapide. Alors pour vous aider, parce que c'est pas simple de compter, moi j'arrive pas à compter. Parce que si je dois respirer, machin, me concentrer sur tout, bah, ça me demande des facultés cognitives et je n'ai pas forcément envie. Je vous propose ceci. C'est deux applications sur smartphone ou Internet qui sont gratuites. Alors moi, j'affectionne particulièrement Thierry Thomas. D'abord parce que c'est un collègue des centres de gestion du stress, donc probablement que c'est pour ça. Et qu'en fait, il a créé l'application Respirelax Plus, pardon. Et que cette application, non seulement elle est gratuite, mais elle est disponible sur smartphone, aussi bien sur les Google, enfin tous les smartphones Apple et les autres. Et vous voyez, ça se présente comme ça. Vous allez avoir ça, donc vous pouvez ensuite le paramétrer et vous allez inspirer jusqu'à la bille monte, la boule. Une fois qu'elle est en haut, vous expirez. Et vous faites ça pendant 5 minutes et le truc est paramétré pour 5 minutes. Donc, vous n'avez pas besoin de vous concentrer à vous dire ça fait 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Donc, c'est bien. Vous pouvez le paramétrer en version nuit, enfin, vous pouvez le paramétrer comme vous voulez. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que moi, je vous conseille 5 minutes pour que ce soit efficace. Sauf que, avant de rentrer en réunion et que vous devez prendre la parole, peut-être que vous n'avez pas le temps de faire 5 minutes. Avant de rentrer peut-être en visite médicale chez un médecin, de subir une opération, vous n'avez peut-être pas le temps de faire 5 minutes. Vous pouvez le faire ne serait-ce que 2 minutes ou 1 minute. Déjà, il y aura des bénéfices, sachez-le. C'est mieux de faire 5 minutes parce que c'est là où c'est le protocole et que c'est le mieux pour que vous soyez sûr d'une efficacité, vraiment bonne efficacité. Mais déjà, ne serait-ce que 2 minutes, vous allez voir que ça va vous faire relâcher la pression. Et l'avantage de cette application, c'est que vous pouvez vous en servir dans le métro, dans tous les transports en commun si vous prenez les transports en commun, et aussi au travail. C'est-à-dire, vous pouvez très bien dire je vais aux toilettes justement pendant 2 minutes, je me relaxe 2 minutes, et pendant que vous êtes aux toilettes, faire votre cohérence cardiaque sans problème. Vous n'avez pas besoin d'être devant l'ordinateur, vous n'avez pas besoin d'un appareil particulier, vous avez besoin de rien d'autre que effectivement éventuellement votre smartphone et d'être un petit peu non sollicité pour pouvoir le faire calmement parce qu'évidemment si quelqu'un vous parle, vous ne pouvez pas continuer à respirer correctement sauf à éventuellement organiser des séances de cohérence cardiaque avec votre équipe. Ça peut se faire aussi et ça peut être effectivement un moment de partage, de relaxation et de cohésion d'équipe qui peut être aussi impactant et ressourçant pour chacun d'entre vous. Et donc, ce que je vous propose, c'est que nous cohérions ensemble maintenant. Donc, je vous propose que nous inspirons 5 temps, comme ça.
Donc, bah voilà, donc bah, écoutez, je vous remercie. Là, je vous ai mis au cas où les références bibliographiques dont je me suis servie. Donc, j'ai pas tout mis parce qu'elles étaient encore plus nombreuses que ça, mais j'en ai mis pour moi les plus importantes, dont je me suis servie pour construire la conférence, qui vous permettra de voir que ça ne sort pas de ma tête, mais que ça sort vraiment de dossiers, de documents scientifiques et que c'est établi, que ça fait consensus. Et évidemment, pour terminer, je vous remercie pour votre attention et votre participation active puisqu'on m'a relaté vos questions. Et s'il y en a d'autres, je suis bien évidemment à votre disposition pour y répondre. Alors pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Célia, merci beaucoup, merci beaucoup. On nous remercie pour cette conférence très intéressante. Juste un petit mot pour RH Solutions pour terminer. Donc, je vous rappelle également que nous sommes un club de management de transition et que je vous ai mis des liens dans le chat pour ceux qui auraient envie d'avoir des renseignements sur ce qu'est le management de transition. Vous pourrez utiliser ces liens. Voilà, merci beaucoup. Je regarde s'il y a encore quelques questions. Vous aurez la possibilité d'avoir ce replay donc d'ici 2 heures max. Et également, vous aurez la possibilité de télécharger la présentation de Célia que je vais m'empresser de déposer sur la plateforme. Merci beaucoup Célia, c'était un plaisir. On a appris beaucoup de choses. Merci à vous. Ravie d'avoir pu animer cette conférence, ce webinaire en ligne. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.